Donc j'ai été invité ce matin pour vous parler de l'aventure SVOM à la recherche des sursauts gamma. Donc ici vous avez une première illustration qui est issue d'une bande dessinée qu'on a réalisée dans notre équipe sur la mission spatiale, où on voit une vue d'artiste du satellite avec un dragon. Hop. Voilà, avec un dragon. C'est pas un hasard, c'est parce que cette mission, en fait, c'est une mission spatiale franco-chinoise qui a été lancée il y a 1 mois et demi maintenant. Donc je m'appelle Nicolas Dagono, c'est la première fois que j'interviens dans le cadre de ce festival. J'ai déjà réalisé une petite intervention sur le village des sciences, mais là c'est la première fois que je suis ici devant vous pour présenter ce sujet. Moi je suis ingénieur d'une école qui s'appelle Télécom Physique Strasbourg, mais je suis également docteur de l'université Paris-Cité. Je suis enseignant vacataire à l'université Paris-Cité, mais je suis doctorant de Paris-Saclay. Je suis astro-amateur depuis un long moment, comme on peut en témoigner cette photo qui est prise à la ferme d'ailleurs, je crois. Donc ça, c'est voilà. Je suis aussi porteur d'un jeu qui s'appelle Astrochronomètre, qui est un jeu qui ressemble au Timeline sur l'histoire des événements en astronomie, de leur découverte. Hop. Alors mon métier, qu'est-ce que c'est? Rapidement, je suis ingénieur-chercheur au CEA Paris-Saclay, comme ça a été annoncé, dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'ingénierie logicielle pour les applications scientifiques. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis impliqué dans plusieurs missions. La mission SVOM, où j'ai différentes tâches, je ne pourrais pas en dire une seule, parce que voilà, c'est vraiment ma mission de cœur. Mais essentiellement, ça veut aussi dire que je ne suis pas physicien des sursauts gamma, donc je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que des sursauts gamma, mais ce ne sera pas c'est pas moi le meilleur intervenant pour vous parler vraiment de la physique des sursauts gamma en particulier. Je travaille aussi sur la mission Euclide, et dans ce cadre-là, je suis responsable d'un logiciel de traitement des données. Et je ne l'ai pas noté, mais je suis responsable aussi d'un programme sur la mission LISA qui commence à se développer peu à peu pour la détection des ondes gravitationnelles depuis l'espace. Tout ça pour dire qu'en fait, mon travail, il est à l'interface entre la science, les questions astrophysiques, et comment on peut les résoudre avec des outils logiciels ou en fait avec des systèmes complexes que sont les missions spatiales. Alors, j'ai assisté à d'autres présentations du matin pendant le festival, et la plupart d'entre elles, pas toutes mais certaines, ont commencé par un lancement. Donc je ne vais pas couper à ça et vous montrer ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 mois et demi. C'était le 22 juin à 7h UTC, donc il était 15h en Chine, sur la base de lancement de Xichang dans le Sichuan. Hop. Voilà. Donc, alors je ne parle pas chinois, donc je ne peux pas vous traduire. Donc voilà, on a une fusée Longue Marche 2C qui s'était lancée vers l'espace avec à son bord la mission SVOM. Donc on était une équipe française et aussi une équipe chinoise à avoir eu la chance d'avoir été invités au lancement. Alors le plafond nuageux est assez bas, donc en fait la fusée disparaît au bout de quelques temps malheureusement, mais c'était quand même un spectacle extraordinaire pour nous. Sur la gauche, je vous ai montré une photo de la fusée sur son pas de tir avant le lancement. On voit bien sur la coiffe, pour vous c'est peut-être un peu petit, mais il y a le logo chinois et le logo français côte à côte ici. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu. Maintenant, je vais faire un flashback un peu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sursaut gamma, et on va faire une approche un peu chronologique. D'abord avec comment les sursauts gamma ont-ils été découverts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris avec les premières missions spatiales qui ont été dédiées à l'observation de ces phénomènes. On verra, comme j'ai dit, un peu de physique des sursauts gamma, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Je vous présenterai la mission SVOM et ses différents instruments et comment on s'en sert pour détecter les sursauts gamma. Donc les sursauts gamma, en fait, ils ont été découverts de manière fortuite pendant la guerre froide. Le 5 août 1963, il y a un traité qui a été signé pour interdire les essais nucléaires, en tout cas, il a été signé par ces pays-là, pour interdire les essais nucléaires dans l'atmosphère et dans l'espace, et aussi sous l'eau. Et donc, suite à la signature de ce traité, les États-Unis ont mis en place un programme d'observation qui s'appelle le programme VELA. Ici, on a 2 satellites, une paire de satellites VELA, qui en fait était censé être un démonstrateur technologique pour montrer qu'on est capable de détecter des explosions nucléaires, des essais nucléaires dans l'espace. Un essai nucléaire qui serait mené dans l'espace, il serait essentiellement caractérisé par l'émission de lumière gamma, et donc c'est pour ça que ces satellites sont équipés de détecteurs gamma. Entre 1963 et 1970, il y a 6 paires
de satellites comme ceux-ci qui ont été envoyés dans l'espace. Et le programme VELA, il a duré jusqu'en 84. Mais en 84, officiellement, aucun essai nucléaire mené par un pays n'a été détecté. Mais, et c'est là que vous allez voir qu'on va retomber dans le domaine scientifique. Alors avant que je passe à la diapo suivante, déjà ici, dans ces années-là, il y a déjà des scientifiques, notamment Colgate, qui a commencé à dire aux militaires qui travaillaient sur ces projets-là, attention, c'est très probable que votre instrumentation détecte des choses qui soient d'origine astrophysique et pas d'origine humaine, et donc n'allez pas accuser l'URSS d'avoir mené un essai nucléaire en douce, parce que c'est très probable qu'il y ait aussi des choses dans l'univers qui produisent des effets similaires aux explosions nucléaires. Et donc, c'est comme ça qu'en 1973, il y a un papier qui est publié. Donc les scientifiques, nous, on procède comme ça, on rédige des publications scientifiques par Klebe Sadel et son équipe qui ont dit on observe des sursauts gamma d'origine cosmique. Et donc, si on lit le petit résumé qui est ici, ils expliquent qu'on a vu 16 sursauts de lumière. Donc ici, la lumière, nous, on parle en mégaélectronvolts, entre 0,2 et 1,5 mégaélectronvolts. Ça veut dire de la lumière gamma, en fait, qui a été observée entre 1969 et 1972. Donc, ils expliquent un peu ce qu'ils font et ils concluent en disant que malgré la localisation très grossière de ces événements dans le ciel, on peut quand même exclure qu'ils viennent de la Terre ou du Soleil. Et donc là, c'est pour ça qu'ils titrent d'origine cosmique. C'est la première fois qu'on dit dans la littérature scientifique que des événements de cet ordre d'énergie-là sont cosmiques. Et donc là, le sujet se démilitarise et tombe dans le domaine scientifique public, en quelque sorte. Et donc ici, sur la gauche, je vous ai mis la première courbe de lumière. Une courbe de lumière, c'est la quantité de lumière sur cet axe ici, en fonction du temps qui s'écoule. Ça, c'est la première détectée, le premier sursaut gamma qui s'est produit le 2 juillet 1967. Alors en fait, c'est pas le premier qu'on a vu, celui-là il a été vu en 69 en réanalysant a posteriori des données, mais historiquement c'est le premier qui s'est produit et qu'on a mesuré le signal, et donc on voit au cours du temps une très brève augmentation de la lumière en rayons gamma, qui décroît aussi très rapidement. Là, le signal, il dure 6 secondes, mais le pic principal, il dure moins d'une seconde. Ça, c'est vraiment la caractéristique essentielle des sursauts gamma, c'est qu'ils sont vraiment très courts et vraiment très, très brillants. Le niveau de bruit de fond, il est ici avant, on passe de quasiment 0 à presque 1500. C'est vraiment très, très brillant et très court. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Jusque là, on est dans les années 70-80, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et il y a un chercheur, voilà, c'est Robert Nemiroff, il a recensé tous les modèles publiés dans la littérature de ces sursauts gamma. Et donc là, certains font... Alors, là, il y a toute une liste, il y en a 2 pages comme ça, de modèles. Certains font l'hypothèse que ce sont des trous blancs, d'autres que ce sont des différents types de trous, qui sont des trous gris. D'autres, quelqu'un, ça mentionne étoiles étranges. Il y en a qui parlent d'évaporation de trous noirs primordiaux. Bon, bref, il y a un peu n'importe quoi, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, Nemiroff, pour rigoler, il dit si jamais quelqu'un veut s'intéresser à ce nouveau champ d'études en astrophysique, il pourrait par exemple étudier les comètes d'antimatière qui tombent sur les trous blancs. Personne n'a encore jamais regardé ça. Mais tout ça, c'est que de la spéculation. Alors, une fois que ça a été détecté et observé, il y a quand même des missions qui se sont mises à se concentrer vraiment sur ces objets-là pour vraiment les comprendre. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, nous, on s'intéresse, comme j'ai dit, à la lumière des rayons gamma et un petit peu des rayons X aussi. Alors voilà un spectre de la lumière. Je vous rappelle, ici, c'est le visible, c'est ce que nos yeux sont capables de voir. C'est d'ailleurs une des seules lumières, avec en plus la lumière radio, qui arrive à traverser l'atmosphère. Et d'ailleurs, la nature est bien faite. Nos yeux voient cette lumière-là, ce n'est pas un hasard. Et donc, nous, on s'intéresse à la lumière des rayons gamma et des rayons X. Il se trouve que cette atmosphère, l'atmosphère terrestre, par chance pour nous, est opaque à cette lumière. Donc si on veut observer ces phénomènes, on est obligé d'aller dans l'espace. Et donc voilà, c'est cette fenêtre-là. Ici, il y a 2 exemples de satellites, Fermi qui regarde les sources gamma et Chandra qui regarde les sources de rayons X en général. Le spectre en longueur d'onde, selon les disciplines en astrophysique, on n'utilise pas tous les mêmes unités. Il y en a qui vont parler plutôt en fréquence, il y en a qui vont parler en période de longueur d'onde. Nous, on parle en énergie.
Et dans cette bande-là, de la lumière gamma rayon X, l'énergie qu'on considère, c'est des surmultiples de l'électron-volt. Donc on va parler dans toute la présentation de kilo-électron-volt essentiellement. Quand je dis du kilo-électron-volt, c'est à partir des rayons X en fait. Mais on pourrait le convertir si on voulait en longueur d'onde, en unité de mètre ou en fréquence, mais nous on est plutôt habitués à ces énergies-là. Alors, la première grande mission qui va vraiment nous apprendre des choses en plus sur les sursauts gamma, c'est la mission CGRO de la NASA avec l'instrument BATSI. L'instrument BATSI, c'est 8 détecteurs au coin du satellite. Donc là, on voit les 4 qui sont face avant, mais en fait, il y en a aussi 4 derrière. Et ces détecteurs sont orientés de telle sorte que ça couvre un petit peu tout le ciel. Et en comparant le flux lumineux reçu par les uns et par les autres, on arrive grossièrement à localiser le sursaut gamma dans le ciel. Quand je dis grossièrement, là, c'est de l'ordre de 3 degrés, sachant que la pleine lune, c'est 1 demi-degré en diamètre. Enfin, la lune, le diamètre apparent de la lune, c'est 1 demi-degré. Là, c'est plutôt 3 degrés, donc c'est quand même une zone du ciel très large et dans laquelle on ne peut pas trop dire précisément d'où ça vient. Alors, ce qui est rigolo avec ce satellite, ici, vous avez le bras de la navette spatiale qui l'a mis sur orbite. Il se trouve que l'antenne de communication du satellite était coincée, elle n'arrivait pas à se mettre en position. Et donc, c'est l'astronaute Jerry Ross qui est sorti dans l'espace le 11 avril 1991 pour déplier l'antenne. Sinon, on n'aurait jamais eu d'information du satellite. Alors, ce satellite, CGRO et l'instrument BATSI, il a fonctionné pendant environ une petite dizaine d'années. Et au bout d'une dizaine d'années, il a recensé 2704 explosions de sursauts gamma. Et si on fait la carte du ciel, donc là, c'est tout le ciel qui se trouve au-dessus de nos têtes, mais aussi sous nos pieds si on arrivait à voir la Terre. Chaque point, c'est un sursaut gamma. Donc là, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'il semblerait que ça vient de partout. Il n'y a pas une direction privilégiée. Et donc c'est là qu'on a commencé à dire, si c'était un phénomène qui était purement galactique, il aurait sans doute été concentré dans le plan de la Voie lactée. C'est pas ce qui semblerait ici, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, ça vient de partout. Et le rythme auquel BATSI voit les sursauts gamma, c'est quasiment 1 par jour. Mais bon, c'est encore une localisation très grossière de quelques degrés, donc on n'en sait pas plus. Là, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc ça, c'est la carte du ciel. Voilà la petite animation de ce que c'est un sursaut gamma. Ça ressemble à ce que j'ai montré au début. Encore une fois, c'est un pic très très bref de lumière gamma qui va d'ailleurs, ici sur l'image, ça sature complètement l'image. Voilà, c'est quelque chose de très très bref qui va apparaître et qui va disparaître. Et donc en fait, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'astronomie du ciel transitoire, des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Donc la mission BATSI, elle a vu tous ces sursauts, là, presque 2700. Parmi ces sursauts, on a observé une grande diversité des courbes de lumière, c'est-à-dire de comment la lumière elle évolue fonction du temps. Donc il y en a qui sont comme celui-ci, un pic qui monte très vite et qui descend très vite. Il y en a où c'est un pic qui monte très vite et qui descend un peu plus lentement. Il y en a qui sont multi-pics, avec plusieurs, voilà, où il y a une très très grande diversité. Et ça, aujourd'hui, on le comprend encore pas tout à fait bien pourquoi il y a une diversité. Par contre, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut regarder le temps à chaque fois que l'émission dure, et on va voir qu'il y en a qui sont très courts, comme celui-ci, et d'autres qui sont un peu plus longs. Par exemple, là, ça dure une dizaine de secondes. Là, ça dure aussi plus d'une dizaine de secondes. Et donc, on peut les trier en fonction de leur durée. Et quand on fait ça, on va se trouver avec 2 grosses familles. Ça, c'est le nombre qu'on a détecté, et ça, c'est la durée en échelle logarithmique, donc 1 dixième de seconde, 1 seconde, 10 secondes, 100 secondes, 1000 secondes. Et chacun, là, on les prend, on les met dans la case qui leur correspond en temps, et on voit qu'il y a des sursauts qui sont courts. Alors, tout est court, mais on va dire il y a des courts qui font en général moins que 2 secondes, et il y en a des plus longs qui font en général plus que 2 secondes, donc une moyenne de 30 secondes, on va dire. Et ça, au début, on ne sait pas d'où ça vient. Maintenant, on le sait, je vais vous le présenter plus tard. Mais voilà, on dit, tiens, il semblerait qu'il y a 2 familles. Alors,
là, au bout de la mission BATSI, on a quand même pas mal d'informations, mais vous vous souvenez, il y a tous ces modèles-là que j'ai présentés au début, il y a plus d'une centaine de modèles et d'hypothèses pour la nature des sursauts gamma, et on organise en 95 un grand débat. Oui, il n'y a pas qu'en politique qu'on fait des grands débats, il y a aussi en astrophysique. D'ailleurs, ce n'est pas le premier grand débat en astrophysique. Et donc celui-ci, il oppose Paczynski, qui défend l'hypothèse que ce sont des phénomènes qui sont cosmologiques, extragalactique, vraiment très loin de notre galaxie, Paczynski qui doit être ici, et Lamb, lui, qui dit non, c'est quelque chose qui est autour, dans un halo autour de notre galaxie à nous. Et c'est Riese qui est au milieu, c'est Riese qui fait un peu le modérateur du débat. Voilà 2 photos d'archives de ce débat, et en fait, ça discute toute la journée, et à la fin de la journée, il n'y a aucune conclusion franche en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse. Il faudra attendre un peu plus tard la mission Bepo-Sax de l'Agence spatiale italienne pour apporter un élément important supplémentaire que je vais présenter tout de suite après. Et ce qui est important, c'est que pour l'instant, on ne sait pas à quelle distance c'est. On n'a jamais mesuré la distance d'un sursaut gamma. Et sans distance, on n'est pas capable d'évaluer la quantité d'énergie qui est émise. Ça pourrait aussi bien être une source de lumière peu intense, mais finalement pas très loin, et ça pourrait être aussi quelque chose de très très brillant et très loin. Donc voilà, là on est un peu coincé. Et Riese, Riese qui est ici, qui orchestre le débat, il va même dire au final, les 2 parties prétendent avoir gagné, mais en fait la seule vraie chose qui a gagné, c'est la science des sursauts gamma, et il n'y a que le mystère peut être résolu uniquement que par des futures preuves scientifiques. Et donc voilà, c'est la science qui a gagné, et donc pour l'instant, on ne sait pas conclure. Et donc, grâce à la mission italienne Bepo-Sax, là, on commence cette mission, vraiment, elle va beaucoup nous aider dans cette science des sursauts gamma. Parce que voilà, donc les sursauts gamma, ils sont numérotés comme ceci, l'année, le mois, le jour. Donc le sursaut gamma, donc, en anglais c'est Gamma Ray Burst, GRB, le sursaut qui se produit le 28 février 1997, voici la courbe de lumière détectée par le satellite Bepo-Sax, et il y a un instrument dessus qui s'appelle GRBM, Gamma Ray Burst Monitor. Voilà, il détecte ça, un pic qui ressemble à tous les autres pics qu'on a vus précédemment. Sauf que sur le satellite Bepo-Sax, il y a un autre instrument qui est une caméra de rayon X de plus basse énergie. Et cette caméra, elle arrive à faire une image du ciel, du phénomène. Là, c'est la première fois. Et donc ça, ce pic-là, c'est le top départ, le T0. Et au bout de 8 heures, la caméra rayon X de basse énergie voit un point brillant dans son champ de vue. Et au bout de 3 jours, ce point brillant, il a disparu. Donc là, c'est déjà le premier signe que l'émission brève de pic en rayon gamma se produit aussi dans d'autres longueurs d'onde. Ici, il y a des rayons X de plus basse énergie. Mais en fait, la localisation, là, elle est de 3 arcs-minutes, donc c'est plutôt de la fraction de degrés. C'est mieux précis dans le ciel, mais là, on n'a toujours pas de distance en profondeur dans l'univers. Et en plus de cette lumière-là en rayon X de basse énergie, il y a un instrument, un télescope au sol, qui regarde la même chose, mais en lumière visible, parce que là, les 3 arcs-minutes, là, c'est assez précis pour aller utiliser un grand télescope au sol pour pointer la région du ciel. Et à un jour d'intervalle, on observe un point qui apparaît, qui n'est plus là le lendemain. Donc ce phénomène transitoire, il existe en rayon gamma, en rayon X, en lumière visible. On commence un peu à sentir qu'est-ce que c'est un sursaut gamma. Ça va nous aider beaucoup par la suite à comprendre les modèles. Et là, c'est vraiment essentiel parce qu'on se rend compte que ce phénomène transitoire, il existe dans toutes les longueurs d'onde. Et surtout, avec ça, petit à petit, on arrive à recentrer, à trouver l'aiguille un peu dans la botte de foin. Mais voilà, sur cet exemple-là, ça n'a pas bien fonctionné. On n'a pas pu réaliser une mesure de distance. Par contre, dans le suivant, ça c'est possible. Quelques mois plus tard, tout à l'heure, on était en février 97. Là, on est le 8 mai 97. La lumière visible qu'on appelle la rémanence en fait, du sursaut gamma, la lumière visible qui va suivre l'émission de rayons gamma et de rayons X, elle est analysée. On fait ce qu'on appelle un spectre de la lumière rémanente. Et là, on arrive comme ceci à mesurer la distance du sursaut gamma à 17 milliards d'années-lumière. Et donc là, clairement, c'est en dehors de notre galaxie. Et clairement, là, on peut dire que c'est Paczynski qui avait raison et que Lamb avait tort. Et avec ça, il y a plein de modèles qui ont été mis à la poubelle. Et donc ça veut dire en fait que la lumière du sursaut gamma, elle a voyagé pendant 7 milliards d'années.
Si vous êtes familier avec ce genre de figure, je vais la présenter un petit peu. Ça, c'est le Big Bang, en fait, qui est le début de l'expansion de l'univers extrêmement rapide. Et nous, on est plutôt de ce côté-là, dans des galaxies très évoluées déjà. Et ce sursaut gamma, il est situé ici, donc quasiment à un âge où l'univers a la moitié de son âge actuel. Donc aujourd'hui, il en a 13,7 milliards d'années. Là, l'univers, il avait 7 milliards d'années quand ce sursaut gamma s'est produit. Et encore une fois, on peut faire une image. Donc là, c'est une image de Hubble entre juin 97 et août 98, et on voit une source qui a décru en luminosité. Et donc là, comme on a pu situer le sursaut gamma, on peut vraiment faire un bilan énergétique de l'émission. Et compte tenu de ce qu'on observe, en fait, on peut conclure que c'est une émission d'énergie faramineuse. Et en fait, ça peut correspondre à toute l'énergie du Soleil émise pendant toute sa vie. Le Soleil, il va vivre quasiment 10 milliards d'années. Il faut imaginer toute cette énergie-là émise pendant une fraction de seconde, quelques minutes. Et c'est un phénomène qui est vraiment très très intense. C'est le phénomène électromagnétique le plus intense qu'on connaisse aujourd'hui, en fait. Donc là, c'est gagné. Hein. On a une distance. Alors, comment on fait pour mesurer une distance avec des sursauts gamma? J'ai dit, on fait un spectre. Un spectre, en fait, c'est la décomposition de la lumière avec un prisme un peu plus évolué, mais en fait, on fait à peu près ça. Et on regarde la lumière du sursaut gamma, la lumière visible, et on fait ça. Donc ça, c'est la décomposition en fonction de la longueur d'onde de la lumière du sursaut gamma. Et dedans, on identifie des formes qui sont des raies, en fait, des pics. Et ces pics, en fait, ce sont la signature, la caractéristique, la carte d'identité d'éléments chimiques. Ici, on retrouve notamment l'oxygène et l'hélium, le néon. La chose bizarre, c'est que ces pics, si on prenait une lampe spectrale d'oxygène sur Terre, on s'attend à voir un pic à 372 nanomètres. Et là, on l'observe dans l'infrarouge vers les 700 nanomètres. Vous voyez qu'il y a un décalage, en fait, cette raie-là dans un référentiel Europos sur Terre, elle est dans l'UV, par ici, et là, on observe un décalage qui est ici, et on peut quantifier ce décalage avec ce qu'on appelle le décalage spectral, qu'on note Z. Donc là, on peut faire un petit calcul, c'est le seul calcul de la présentation. On mesure l'écart entre cette position ici, observée, et la position ici, théorique. On retrouve un décalage spectral de 0,83. Et en fait, ça, quand on fait de la cosmologie, on peut remonter ça à la distance, et c'est comme ça qu'on calcule en fait la distance dans l'univers. Mais essentiellement, moi je m'intéresse pas à l'émission de rémanence visible et source gamma, je m'intéresse plutôt à l'émission prompte de lumière gamma à rayon X. Mais ceux qui s'intéressent à la lumière visible, essentiellement, ils regardent des spectres, des sursauts gamma pour mesurer la distance. Bon, ils font plein d'autres choses aussi, mais le premier élément, la première information à obtenir, c'est la distance. Sans ça, on ne peut rien faire. Alors donc voilà, j'ai parlé de la mission CGRO. Après la mission CGRO et BEPOSAX, il y en a eu plusieurs qui ont contribué à la science des sursauts gamma à vraiment approfondir le phénomène. Toutes celles-ci, j'en ai sélectionné un petit panorama. ET2, qui est une mission de la NASA et qui a embarqué un instrument français. Et les trois autres, qui sont encore en opération intégrale, qui est un satellite de la NASA lancé en 2002. Il fonctionne moins bien qu'en 2002, mais il fonctionne encore plus pour très longtemps, mais il fonctionne. Swift de la NASA lancé en 2004. On va voir tout à l'heure qu'en fait, SWOM, que je vais présenter, c'est beaucoup inspiré de Swift. Et un Fermi aussi de la NASA lancé en 2008. Donc toutes ces missions-là, elles ont vraiment contribué à améliorer la connaissance des sursauts gamma qu'on a aujourd'hui. Et ce qui nous emmène à présenter un petit peu les modèles en fait, des sursauts gamma. Aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, on sait que le sursaut gamma, il y a deux familles, en fait, les courts et les longs. Et les modèles qui ont survécu, enfin le grand modèle qui a survécu pendant toutes ces années d'observation, c'est ce qu'on appelle le modèle de la boule de feu. Et donc il y a deux scénarios qui conduisent tous les deux à la formation d'un moteur central. Le moteur central, en fait, très souvent, c'est un trou noir. Donc les deux modèles sont les suivants. Pour les sursauts gamma courts, qui sont ici, on a la preuve aujourd'hui que deux étoiles à neutrons qui orbitent l'une autour de l'autre finissent par se rapprocher, d'ailleurs en émettant des ondes gravitationnelles. Et quand elles fusionnent, quand elles rentrent en collision, on va créer au centre un trou noir, et la matière des étoiles à neutrons qui ne forment pas le trou noir va créer un disque d'accrétion autour du trou noir. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est les sursauts gamma longs. Aujourd'hui, on sait que ce sont des sursauts qui sont souvent associés, mais pas toujours, à des supernovas.
Et on prend une étoile très massive, typiquement 30 fois la masse du Soleil. Et quand cette étoile arrive en fin de vie, qu'elle est plus capable de compenser la gravitation par sa pression de radiation interne, elle va s'effondrer sur elle-même, donner naissance à un trou noir. Et encore une fois, autour du trou noir, va y avoir un disque de matière qui va se mettre à accréter et à tourner très vite. Et dans les deux cas, donc on a un trou noir avec un disque qui tourne autour. Il y a une partie de la matière qui est définitivement perdue et qui tombe dans le trou noir, mais il y a une partie qui est éjectée à très grande vitesse dans des jets. Les jets, c'est quelque chose de très focalisé. Donc bien sûr, le sursaut gamma, en fait, nous, on le voit que si on est au bout du jet. Si on est perpendiculaire au jet, on ne voit pas de sursaut gamma. Et donc dans ce jet, il y a des paquets d'électrons, de la matière qui est éjectée de manière très, très, très rapide, c'est quasiment à la vitesse de la lumière. Et quand ces paquets de matière rentrent en collision dans le jet, c'est là qu'on a l'émission de lumière gamma. Et quand la matière du jet continue à se propager et avance vers le milieu interstellaire, on a des collisions, mais de plus faible énergie. Et là, on émet ce qu'on appelle la lumière l'émission rémanente dans toutes les longueurs d'onde qui suivent. Ça passe par le visible et ça va même jusqu'à la radio. Vous voyez, émission prompte, très rapide, et émission rémanente un peu plus lente parce qu'à l'avant du jet, le jet se dilue dans le milieu interstellaire un peu moins vite. Voilà, donc ça c'est le modèle de la boule de feu, c'est vraiment celui qui est communément admis pour expliquer ce qu'on observe aujourd'hui, mais qui n'explique quand même pas tout. Et donc ça ressemble à quoi? Une courbe de lumière canonique d'un sursaut gamma. Ça ressemble à ça. On a d'abord une émission prompte assez brève et très brillante, et ensuite le flux va diminuer au bout de 10-15 minutes. Parfois, on a des petits sursauts résiduels en rayon X mou dans l'émission rémanente. Et après, ça continue à décroître au bout de 15 minutes. Et puis là, voilà, vous voyez que la lumière, elle évolue avec des pentes différentes. Ça, c'est un modèle canonique, hein, donc tous ne partagent pas ces caractéristiques-là, mais essentiellement, ça ressemble à ça. Et au bout de quelques heures, quelques jours, on a déjà beaucoup moins de lumière. Ce qui veut dire en fait que le phénomène, il est vraiment très bref et il faut vraiment se dépêcher de l'observer. Et cette fugacité, elle nous a conduit, nous, à mettre en place un système d'observation qui est automatique, hein, que je vais vous montrer après, pour en fait avoir le plus d'informations. Ce qu'on voudrait, c'est observer tout ça dans toutes les longueurs d'onde, et parce que c'est le fait d'avoir plein de points sur cette courbe qui, après, va aider justement à comparer les sursauts entre eux, à contraindre les modèles, vraiment faire de la physique avec ces objets-là. Un petit point sur les distances, parce que j'ai dit que le premier qu'on a observé, il était situé à un âge où l'univers avait la moitié de son âge actuel. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques des sursauts détectés, essentiellement, ils se produisent à un décalage spectral ici autour de 2. Et selon les sursauts longs ou sursauts courts, il se trouve que les sursauts courts sont un peu plus proches de nous que les sursauts longs. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Aujourd'hui, le plus proche qu'on connaît, c'est le sursaut gamma 170817, donc le 17 août 2017. Celui-là, il est très particulier parce que c'est celui-ci qu'on a vu aussi grâce aux ondes gravitationnelles, donc c'est un candidat vraiment à part. On n'en a pas vu un deuxième comme ça, même si on aimerait vraiment beaucoup. Et le plus lointain, c'était celui-ci, le 29 avril 99. Alors, si jamais on en détecte 2 par jour, on met des lettres après, A, B, C. Et donc vous voyez, ce jour-là, on en a vu un avant. Et donc celui-ci, il est vraiment très très proche des premières étoiles de l'univers. Mais c'est aussi un phénomène à part, hein. Il est plutôt au bout de la distribution. La moyenne, c'est autour de 2. Alors maintenant, voilà, pourquoi on fait encore des missions spatiales sur les sursauts gamma? Parce qu'on a déjà vu plein de choses, on sait où c'est, on sait que c'est très brillant, que c'est très bref, que c'est multi-longueur d'onde, que c'est cosmologique, mais qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir? Là, j'ai listé plusieurs questions, je ne vais pas toutes les lire, mais essentiellement, on ne comprend pas bien encore pourquoi il y a une émission sporadique à l'intérieur du jet. C'est lié à l'émission de la matière dans le jet qui va s'entrechoquer, mais c'est encore un peu mal compris. Déjà, comment le jet se forme, on ne comprend pas bien du tout. Et il y a une question, moi, qui m'intéresse particulièrement. Voilà, ça, c'est mon sujet de thèse, en fait. Est-ce que l'univers est capable de former des sursauts gamma ultra longs? Si je reviens... Non, je ne vais pas revenir, parce que ce n'est pas bien. Mais essentiellement, j'ai dit qu'il y avait des courts qui faisaient moins que 2 secondes et des longs qui font en moyenne 10 à 30 secondes. Sur les milliers qu'on a détectés, il y en a une dizaine qui font 1000 secondes ou plus. Ça, c'est vraiment ce que j'ai étudié pendant ma thèse. Et on se demande si c'est juste... statistiquement les plus longs des longs, ou si c'est vraiment une famille à part avec un nouveau type de moteur central. Mais comme on n'en a vu que 10, on ne peut pas tellement conclure, parce qu'en plus les 10, ils sont tous les 10 différents, on ne retrouve pas de propriétés communes. Donc ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont vraiment une famille distincte? Et comment on peut faire pour les détecter? Pour en voir plus, si jamais il en existe plus.
Alors, un petit focus en plus pour vous dire que dans le domaine des rayons gamma et des rayons X, il n'y a pas que les sources gamma qui vont émettre de la lumière. Il y a tout un tas de sources qui sont variables, mais pas transitoires, au sens où elles existent, mais au cours de leur vie, elles peuvent avoir des petits hoquets, des petits sursauts. Donc il y a deux types de sources essentiellement. Il y a les pulsars. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être le pulsar qui est au centre de la nébuleuse du Crabe. Et il y a des objets qu'on appelle des binaires. Donc ce sont deux étoiles. Donc il y a une étoile très dégénérée qui peut être un trou noir ou une étoile à neutrons, et une étoile compagnon. Et l'étoile ici, qui a un fort potentiel gravitationnel, va aspirer de la matière de ce compagnon. Et ça, dans le système binaire, ça va provoquer des explosions, mais qui ne vont pas détruire le système, qui vont se manifester de temps en temps. Et donc là, je vais vous montrer une petite vidéo d'un instrument qui regardait le ciel en rayon X sur plusieurs années. Et voilà, ça, c'est le ciel en rayon X. Alors déjà, le ciel en rayon X, il est assez sombre quand même par rapport au ciel qu'il y a. Donc, hier, on a vu des images du ciel en poussière, en radio, c'était beaucoup plus brillant. Nous, dans cette gamme d'énergie, on a quelques sources qui sont essentiellement concentrées ici, dans ce qu'on appelle le centre galactique. Le centre galactique, il est là, et on a le plan ici. Et vous voyez, on a quelques sources, et ces sources, elles varient, ça clignote un peu. C'est un peu comme quand je suis arrivé en thèse, on m'a dit c'est un sapin de Noël. C'est un peu vrai, en fait. Et voilà, ici, c'est le crabe, il est là. Et surtout, on a une source très très brillante. Vous voyez, la taille du rond est proportionnelle à la quantité de lumière émise par la source. Et vous voyez, des fois, on voit le rond, tout d'un coup, il grossit, il rétrécit. Et celle-ci, c'est ce qu'on appelle c'est la source qui est dans la constellation du Scorpion. C'est X1 du Scorpion. En fait, en astronomie d'énergie, pour les sources comme ça, on les appelle par leur nom de constellation. X, parce que c'est des sources qui émettent essentiellement de la lumière X, et derrière, on met un chiffre. Donc, vous allez avoir ici Cygnus, pour le signe X1, X2, X3, Scorpius X1. Là, par ici, on ne la voit pas bien ici, je pense. C'est Hercule X1. Voilà. Donc vous voyez, le social, il est vraiment très variable. Et ça, on le voit aussi, on le détecte, c'est intéressant. Pour moi, c'est moins intéressant qu'un sursaut gamma, mais il y a des chercheurs qui s'intéressent vraiment à comment ces sources varient, quels sont les mécanismes ici d'absorption de la matière d'un compagnon par une autre étoile pour que ça cause des variations. Donc, voilà. Alors justement, j'ai une collègue qui s'intéresse à ça, Clara Place, qui est en thèse au CEA, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu fais en thèse? Pourquoi tu t'intéresses à ces astres-là? Et elle va nous répondre. En quoi consiste ton travail de thèse? Alors moi, je travaille sur un modèle d'étoile à neutrons. En fait, jusqu'à maintenant, on pensait que les sursauts gamma, c'était un cri de naissance d'un trou noir. Sauf qu'il y a certaines observations qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui qui nous laissent penser qu'on pourrait avoir plutôt une étoile à neutrons. Donc en fait, ces observations, c'est des choses qu'on observe en rayon X, donc on aimerait beaucoup investiguer avec MXT. Et en fait, c'est dans l'émission, juste après le sursaut gamma, on a dans le cas d'un trou noir, on pense avoir une chute assez rapide de luminosité. Sauf qu'il y a certaines observations où on a quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire qu'on a un plateau suivi d'une chute rapide de luminosité. Et ça, en fait, on pense pouvoir l'expliquer par la formation d'une étoile à neutrons dans un premier temps, à la place d'un trou noir, qui injecte de sa propre énergie dans son milieu, ce qui alimente le plateau. Mais ça, c'est le cause de ralentir, et donc il finit par s'effondrer en trou noir lui aussi, ce qui explique également la chute rapide de luminosité. Voilà, donc Clara, qui est en thèse au CEA, elle travaille justement sur ces objets-là, qui ne sont pas des moteurs standards d'émission de sursaut gamma. Et elle s'intéresse aussi, on va la retrouver plus tard dans l'exposé, elle s'intéresse aussi à l'instrument MXT pour ses capacités d'observation justement à bord de SVOM. Ok, ouais. Donc voilà, donc donc si je résume, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'histoire des sursauts gamma, qu'est-ce qu'ils sont? On sait que ce sont des phénomènes cosmologiques, très brillants, très intenses, mais qui restent des questions à élucider. Et donc c'est pour ces questions-là qu'on a fait la mission SVOM. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que c'est éteint. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la mission SVOM? Ici, donc SVOM, ça veut dire Space Based Multiband Astronomical Variable Object Monitor. Donc, si je traduis, si je devais lui donner un nom français, ça serait machine qui surveille les objets variables du ciel en multilongueur d'onde depuis l'espace. Voilà.
en fait, ça dit ce que c'est. On va voir pourquoi plus tard. Voilà deux photographies du satellite qui est dans l'espace. Ça, c'est le satellite qu'on a vraiment envoyé au-dessus de la fusée. Voilà, je vais vous montrer, il y a plusieurs choses sur ce satellite. Il y a en fait 4 instruments principaux, mais on va les voir dans un second temps. Voici la vue de côté du satellite. C'est un petit satellite qui fait 930 kg. La mission est prévue pour au moins 5 ans. Elle a été approuvée en 2014. Vous voyez, ça fait 10 ans en fait que la mission a été approuvée et elle a été lancée le mois dernier. En France, il y a 250 personnes qui travaillent dessus. Ça va diminuer un peu pendant la phase d'exploitation, mais ça, c'est après le nombre qu'on travaillait à la conception de la mission. Ça représente 150 milliards d'euros. Donc voilà ici un petit dessin d'à quoi ça ressemble au-dessus. Donc il y a 2 instruments français, Éclair ici et MXT. Donc ça, ce sont des télescopes. Ça vous semble pas forcément naturel là, quand je dis que ça c'est un télescope, mais on va voir que si c'en est un et pourquoi c'en est un. Et nos collègues chinois, parce que c'est une mission spatiale qui est franco-chinoise, nos collègues chinois ont développé un télescope ici qui est le télescope visible, et puis aussi un moniteur de sursaut gamma à haute énergie qui est ici, qui est décliné en 3 détecteurs, qui ressemble en fait un petit peu à ce qu'il y avait à bord de BAT6 et GRO, là, le premier satellite dont j'ai parlé. Voilà encore une très belle vue du satellite, mais couché sur le côté. On retrouve donc les panneaux solaires qui sont pliés, le télescope MXT, on va voir plus tard qu'il a une optique innovante, Éclair. Là, Éclair, il a un capuchon pour protéger ce qu'il y a en dessous. Le télescope visible, il a un petit chapeau. Et d'ailleurs, 1 heure avant le lancement, il y a un collègue chinois qui a dû monter en haut de la fusée pour retirer le petit bouchon, là, comme ça, très délicatement, pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dans l'instrument. Ici, je vous montre 2 images qui sont des images aussi du satellite, mais qu'on appelle le modèle de qualification. En fait, quand on construit des satellites, en tout cas en astrophysique, c'est pas toujours le cas, mais très souvent on essaye de le faire. On construit ce qu'on appelle des modèles, des maquettes représentatives. Celle-ci, c'est une des maquettes représentatives à la même échelle, la même taille. Cette maquette, elle se comporte pareil sur le point de vue thermique, c'est la même masse. Par contre, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de caméra dedans, mais pour faire des tests thermiques, des tests de masse, des tests de vibration, etc., c'est suffisamment représentatif. Donc on a 2 autres belles vues de ce satellite, mais ça n'existe plus aujourd'hui en fait. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit film qui vous explique en fait comment cette mission qui est aujourd'hui dans l'espace, elle doit fonctionner. Donc, on retrouve notre satellite ici. En fait, le son ici, on n'en a pas besoin. On va prendre le point de vue du télescope Éclair, qui est le télescope qui va détecter l'émission prompte du sursaut gamma en rayons gamma, rayons X. Donc, le télescope Éclair, il surveille le ciel. Il ne se passe rien de spécial. Pendant ce temps-là, les autres, ils font autre chose. Et tout d'un coup, pouf, on observe une source brillante qui apparaît, qui n'était pas là au début. Et le satellite, il va légèrement, doucement bouger pour amener cette source-là au centre de son axe optique pour observer le phénomène avec les autres télescopes qui sont dessus, en lumière visible et en rayon X. En parallèle, avec un réseau d'antennes radio, on envoie une alerte partout sur Terre. Et ces alertes, elles vont déclencher des télescopes robotiques automatiques et elles vont aussi alerter la communauté pour dire vite, il y a un sursaut gamma, il faut observer. Dans cette science-là, qui est une science urgente, on ne peut pas se permettre de faire de la rétention d'informations, on est obligé de la partager très rapidement. Et voilà. Donc là, on voit le satellite qui arrive en axe du sursaut gamma, et là, on commence les observations avec les autres instruments. Ça prend quelques secondes, quelques minutes de faire ce mouvement. Et une fois que c'est fini, une fois que le sursaut il est éteint, l'instrument Éclair, il recommence à regarder le ciel à la recherche d'un autre sursaut. Et donc ça, voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait, je peux faire comme ça. Donc si je résume un peu ce qu'on a vu, on a le satellite, on a des instruments robotiques au sol. Ça c'est SVOM. Et ça, c'est les instruments de la communauté, mais que nous, on ne développe pas. Donc, il y a un sursaut gamma à un moment donné. En quelques secondes, par la radio, on envoie une alerte au centre français scientifique et au centre chinois scientifique. Ça diffuse l'alerte dans la communauté. Ça pilote nos télescopes robotiques pour aller observer très très vite le même phénomène. Donc là, ça sera en visible ou en proche infrarouge. Le satellite se repointe pour observer à bord le phénomène aussi. Et dans la communauté, ceux qui écoutent l'alerte
peuvent très bien aussi repointer leur satellite ou même reprogrammer des missions spatiales pour aller observer à d'autres longueurs d'onde, avec d'autres instruments, le même phénomène. Et le but, c'est d'avoir une batterie d'observation qui couvre tout le domaine de longueur d'onde pour avoir le plus d'informations sur le sursaut gamma et mieux le comprendre. Et surtout, il faut se dépêcher parce qu'au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. En radio, il reste des petits signaux un peu après, mais essentiellement, en lumière visible, c'est plus grand-chose. Donc le but, c'est ça, c'est de commencer par un instrument qui a un grand champ de vue, mais qui ne localise pas très très bien, et de réduire la boîte d'erreur avec, donc ça c'est en gamma, en rayon X mou, et en visible, vous voyez, on affine. Et typiquement, les chiffres, donc ça c'est inspiré de la mission Swift, mais c'est un peu pareil sur SVOM. Sur SVOM, je vous ai remis le chiffre ici. Éclair, il localise avec une erreur typiquement de 12 arcs-minutes, donc c'est de la fraction de degré. MXT, 2 arcs-minutes, donc c'est un petit peu mieux. Et le télescope visible chinois, avec 1 arc-seconde. Donc là, c'est vraiment ça, c'est une fraction d'arc-minute qui est lui-même une fraction de degré. Donc là, on arrive à atteindre une précision qui est suffisante pour alerter un observatoire professionnel, le VLT, le James Webb, Hubble, ce qu'on veut, et dire là, il faut regarder. Mais si on leur dit regardez par là à peu près, ils vont nous dire ah bah non. Voilà, ça se passe comme ça. Donc la mission, bien sûr, elle est développée par plusieurs organismes. Pour la France, c'est piloté essentiellement par le CNES, le CNRS et le CEA, avec le support de certaines UMR d'universités, différents labos, un peu partout en France. C'est ça les 250 personnes dont je parlais, c'est toutes ces personnes-là. Et en Chine, c'est piloté par l'Académie des sciences chinoise et l'Agence spatiale chinoise. Alors, comment on fait pour communiquer avec le satellite ? Puisque c'est une science qui est urgente, j'ai dit qu'on déploie un réseau d'antennes VHF pour être en liaison permanente avec lui. Et donc là, sur la carte en haut à droite, vous voyez toutes les stations qu'on a commencé à déployer qui écoutent en permanence le satellite. Son orbite, elle est comme ceci. Ça, c'est des points réels de l'orbite mesurés cette semaine. Et donc, il fait un tour de la Terre en 1h30 en étant à 630 km d'altitude. Cette liaison temps réel, elle nous permet vraiment d'être alertés en quelques secondes si jamais un sursaut gamma est détecté. Et donc, je vais vous montrer un petit panorama de photographie de ces différentes stations. Ici, on est à Kourou, Sainte-Hélène, en Thaïlande. Les deux, c'est en Polynésie française. On a Ouagadougou, Nanning en Chine et Nouvelle-Calédonie. C'est Nouméa. Vous voyez, ce sont des antennes assez légères, assez facilement installable, et vous voyez qu'il y a des petits trous là sur la carte. Donc si jamais certains d'entre vous ont une petite résidence quelque part par ici, n'hésitez pas à venir me voir, ça m'intéresse beaucoup. Alors, voilà, ma collègue Kamchat va vous présenter un peu ce réseau d'alerte et quelles sont ses performances. Les données envoyées par le satellite SVOM arrivent au sol grâce aux antennes construites sur la Terre. Les antennes de la bande S, la bande X et la VHF. Ce qui est unique pour SVOM, c'est son réseau d'alerte VHF, qui est constitué de 47 antennes situées tout autour du globe de manière homogène. Cette configuration nous permet d'avoir un contact permanent avec le satellite et recevoir les données en temps réel, en forme de messages courts VHF. Ces messages arrivent des antennes directement ici, au Centre scientifique français du CEA. Et nous, on assure de leur traitement automatique en temps réel. Donc, une alerte GRB transmise par le satellite est traitée et distribuée à la communauté scientifique en moins de 10 secondes. Voilà, ça c'est la performance qu'on cherche à obtenir. Aujourd'hui, comme on fait démarrer l'instrument, on n'est pas à cette performance-là, mais à terme, on espère y être. Parce que plus vite on va, plus vite... voilà. Donc revoilà où on en est aujourd'hui. Le lancement a eu lieu le 22 juin, donc je ne peux pas m'empêcher de remettre une petite vidéo. Ça, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon collègue Florent Robinet, qui travaille à Orsay. Donc voilà, ici, toute l'équipe française qui était sur place. Le pas de tir, il est juste derrière. On est vraiment très proche. Là, j'ai eu l'occasion d'assister à un lancement au Kennedy Space Center. On n'est pas si proche. Là, on est vraiment très proche. Voilà, donc la base de lancement, c'est la base de Xichang, donc au sud du Sichuan, ici, dans l'intérieur des terres en Chine. Et vous voyez ici la photo. Donc ça, c'est l'équipe d'intégration sur la base de lancement avec le satellite et la coiffe qui est ici. Voilà, donc là, c'était vraiment
extraordinaire. Alors, on y est allé pour une semaine, et pendant cette semaine-là, suite au lancement, on a commencé à travailler avec nos collègues chinois, à observer les premières données du satellite, notamment les premiers messages qui passaient par le réseau VHF. Et c'était rigolo, nos collègues qui pilotent l'observatoire de Taro, qui est au Chili, où ce petit télescope automatique, robotique, ont fait une image de SVOM, donc ça c'est quand, il n'y a pas la date. Mais je crois que c'est le lendemain du lancement, bon, il y a 2 étoiles ici qui défilent, et le télescope, lui, là, il suit le satellite. Donc ça c'est SVOM, on était très contents de voir cette image. Alors, dans le temps qui reste, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait en pratique pour détecter les sursauts gamma avec cette instrumentation. Ici, j'ai remis l'objectif, c'est de faire une image du ciel dans laquelle on peut dire le sursaut gamma, il est là. Et ça, quand on travaille avec des rayons X qui sont de basse énergie, on peut utiliser des miroirs. Ça, c'est une optique de Volter, comme s'il y a sur le télescope XMM. Mais, vous voyez, là, ça part de 0,1 à 10 keV. Nous, sur Éclair, on va jusqu'à 120 kV. Et le problème de cette optique-là, qui est une optique qui est attaquée par les rayons X en incidence rasante, c'est qu'on ne peut pas fonctionner sur des énergies trop grandes, même en incidence rasante. Et même à des énergies comme ceci, ça fait un télescope qui est très très long. La focale, là, c'est 7 mètres. C'est très très lourd et le champ de vue, il est très restreint. Pourtant, si on veut détecter des sursauts gamma, on a plutôt intérêt à avoir le plus grand champ de vue possible pour ne pas en louper, quoi. Et donc ça, voilà, ça c'est très limité et on ne peut pas utiliser ça, nous, pour faire de l'imagerie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on adopte une technique un peu novatrice, qui est à la fois ancienne mais modernisée, disons. Et le télescope Éclair, c'est ça. Voilà la recette. Si vous avez ce qu'il faut chez vous, vous pouvez le faire. Il faut une caméra. Donc la nôtre, elle fait 80 pixels par 80 pixels. Ils sont en tellure de cadmium. C'est sensible à la lumière des rayons X et des rayons gamma. Je ne l'ai pas marqué, mais nous, on est entre 4 et 120 kV. Il faut une électronique de lecture, c'est ce qu'il y a au dos de la caméra, un ordinateur embarqué pour faire le traitement, le voici, et un masque, comme ceci. Le masque, tout de suite après, je vous montre comment on s'en sert. Et ça nous confère un champ de vue d'1/6 du ciel, donc quasiment 90 degrés par 90 degrés. Autrement dit, si on avait le luxe de se payer 6 fois le télescope Éclair, on pourrait couvrir tout le ciel et voir 6 fois plus de sursauts gamma. Bon, on a fait avec ce qu'on pouvait. Voilà, c'est ça. Et avec ça, on espère quand même en voir, voilà, ça c'est grosso modo 60 par an. Nous, on dit, allez, 1 ou 2 par semaine. Et donc, pourquoi on a un masque comme ça ? La réponse est ici. Donc, ouais. Voilà une vue écorchée du satellite, enfin, de l'instrument Éclair, comment c'est empilé. Et voilà son champ de vue. Donc, ici, on trouve le plan galactique. Là, au milieu, c'est le plan de l'écliptique. Là, c'est le centre galactique. Le crabe, il est par là. Et voilà la taille du champ de vue. Donc, c'est vraiment un très grand champ de vue. Et donc, comment ça marche, ce masque ? Pourquoi on utilise un masque ? J'ai dit, les rayons gamma et les rayons X, ils vont traverser un miroir ou une lentille si on les met en face. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'idée, c'est de prendre une boîte. C'est un peu dans l'idée de la caméra obscura, la premier appareil photo. Et on s'arrange pour que la plaque à l'avant de l'appareil photo ou de la caméra soit dans un matériau qui est opaque aux rayons gamma. Et ce matériau, nous, on le choisit, on prend du tantal, c'est un élément chimique très très dense, vous voyez, beaucoup plus dense que le verre ou le béton, ou un peu plus dense que le plomb. Et ce tantal, il laisse passer la lumière que par les trous et pas par les parties métalliques. Si bien que sur notre caméra, qui est une caméra avec plusieurs pixels, on est capable de prendre une image de l'ombre qui se projette en passant par les trous et pas par les pleins. Alors là, il y a quelque chose qui va s'afficher qu'il ne faudrait pas prendre en photo idéalement. C'est comment ça marche le décodage. Ça, ce sont des vraies données acquises par la caméra dans les semaines qui viennent de précéder sur la source très brillante là, que j'ai montrée au début, qui est le phare, notre phare de rayon X qui s'appelle Scorpus X1. Voici l'enregistrement de la caméra où on voit une ombre. Donc tout ce qui est jaune, c'est brillant, et tout ce qui est violet, c'est moins brillant. Donc là, la lumière, elle est passée par des trous du masque. C'est un peu ce qu'on voit ici sur cette maquette. Elle a illuminé certaines zones, comme ça, du détecteur. Et nous, comme on connaît le masque, c'est nous qui avons percé les trous, on est capable de mettre un logiciel dans notre ordinateur de bord qui peut, on appelle ça déconvoluer ceci, pour retrouver une image dans laquelle on voit des points ponctuels, brillants, qui sont... Et ça, c'est l'image de Scorpus X1 qui est très, très brillant. Alors, on va faire un petit jeu maintenant pour que vous essayiez de vous aussi faire la déconvolution, mais à l'œil nu. Je vous indique un petit indice. Le masque, pour des questions que je montrerai après, il a une grande croix au centre, une grande croix centrale.
Voilà, donc là j'ai fait des simulations, ça c'est pas des vraies données, c'est des simulations. J'ai simulé une image du détecteur illuminée par une source quelque part dans le ciel, et je vous demande, est-ce que vous pensez plutôt que la source elle est dans un coin du champ de vue ou au milieu? Alors, qui vote pour le coin? Levez les mains. Ouais. Qui vote pour le centre? Un petit peu plus. Vous voyez, ici, j'ai dit le masque, il a une croix au centre. En fait, c'est pour des questions de rigidité, je vais vous montrer après. Et cette croix-là, sur la caméra, on la retrouve bien au centre. Ce qui veut dire que la source qui a produit cette ombre-là dans le ciel, en fait, elle est au milieu. Si ma source, elle avait été dans un coin, ce motif-là, il aurait été décalé vers un des coins du ciel, un des coins du détecteur. Alors là, il n'y a pas de bruit de fond. C'est quand même à l'œil, si on a un peu d'expérience, on peut dire oui, la source, elle est au milieu du champ de vue. Maintenant, voilà, là, j'ai baissé un peu le signal déjà. Il n'y a pas de bruit de fond, mais j'ai baissé un peu le signal. Et mon motif de masque, il est décalé dans les deux dimensions, dans les deux axes à la fois. Alors, est-ce que c'est plutôt dans un coin ou sur un bord? Qui vote pour le coin? Ah ouais, vous commencez à comprendre, je pense. Qui vote pour le bord? Ouais, du coup, il n'y a personne qui va voter pour le bord, évidemment. Voilà. Donc, vous avez raison, c'était bien dans un coin. J'aurais dû mettre l'inverse. Voilà, très bien. Vous pourriez être à bord d'éclair dans l'ordinateur de bord pour dire où c'est. Et maintenant, j'ai diminué un peu le signal encore et j'ai mis un peu de bruit de fond. Et là, qui vote pour en haut? Qui vote pour en bas? Ouais, en fait, c'est en bas. Mais moi-même, j'ai eu un doute à un moment. Là, en fait, un œil humain, il n'est pas capable. On ne voit plus de motifs d'ombre de masque. Mais le logiciel embarqué, lui, il est plus intelligent que nous. Hein. Enfin, c'est notre intelligence qu'on a mis dedans, mais il sait mieux faire les choses que nous. Il arrive à décoder et il trouve une source. Alors cette source, le contraste, là, je l'ai un peu monté artificiellement, mais en vrai, il est moins que ça. Mais en vrai, il y a une source. Hein, c'est une vraie simulation. Donc voilà comment ça fonctionne Éclair. Alors pourquoi est-ce que du coup il y a cette croix? Je l'ai un tout petit peu dit, hein, c'est parce que pendant le lancement il y a beaucoup de vibrations et ces vibrations elles doivent tenir le lancement. Et donc quand on construit quoi que ce soit, un télescope, un masque, un ordinateur embarqué, on met ça sur un pot vibrant, on le secoue. Alors là c'est un mode de haut en bas, mais on fait des modes gauche-droite dans tous les sens et on mesure, vous voyez il y a des petits fils bleus là avec des capteurs, on mesure les déformations pour savoir si ça respecte les contraintes imposées par le lanceur. Les Chinois nous disent la fusée, elle va produire tant de vibrations. Il y a voilà, et donc nous on fait vibrer et on regarde. Donc c'est pour ça qu'on a en fait cet empilage de tôles. La tôle centrale est en tantale, c'est elle qui a une valeur scientifique et on la prend en sandwich entre deux tôles en titane avec une croix rigide pour que ce soit bien solide. Mais la version préliminaire, qui était une simple feuille de tantale, quand on l'a fait vibrer, on a vu que les contraintes étaient trop fortes et que ça allait se casser, quoi. Et si ça se casse au lancement, c'est inexploitable. Alors ici, voilà, je vous montre le premier sursaut gamma détecté par éclair, c'était le 13 juillet. Alors, la vidéo, elle tourne en boucle, mais je vais vous montrer ce qu'on voit. Ici, c'est la courbe de lumière, donc c'est la quantité de lumière fonction du temps. En bleu, enfin, ce qui est erratique, c'est le signal, et la courbe continue, c'est l'estimation que le logiciel il fait du bruit de fond. Ça, c'est alors non, faut plutôt faire ça. Ça, c'est l'image du détecteur. Ça, c'est l'image du ciel reconstruite. Et ça, c'est un zoom de ce qu'il y a là. Et ça, c'est l'évolution du maximum dans toutes les images consécutives. Hein. La fenêtre grise qui se déplace, c'est la portion sur laquelle on fait les images exposées pendant 20 secondes. Et on voit qu'il y a du signal qui oscille un peu, le bruit de fond il est ajusté. Et là, on voit quelque chose qui dépasse l'estimation du bruit de fond. Et si on regarde en parallèle dans l'image du ciel ou sa version zoomée, ici, hop, on voit un petit point rouge qui s'allume et qui s'éteint. Et dans cette image, la valeur du maximum, elle va atteindre en significativité une valeur assez importante. Ça, c'est le premier sursaut gamma détecté par éclair. Et quand éclair, il voit ça, dans cette image-là, nous, on regarde un seuil, 6,5. Et quand ça dépasse 6,5, pof, là, il envoie une alerte dans le réseau VHF et tout le système se met en route. Donc là, comme c'était le début de la mission, tout n'était pas bien connecté encore les uns aux autres, mais voilà, c'est le premier sursaut gamma vu par éclair, par son logiciel de bord, qui localise en fait dans l'image du ciel un petit point qui apparaît et qui disparaît. Alors, j'ai parlé d'éclair, je vais parler un petit peu plus rapidement du télescope MXT, qui est l'autre télescope français, mais celui-là qui regarde les rayons X-mou. J'ai dit qu'il a une lentille innovante. En fait, c'est ma collègue Clara qui va vous expliquer pourquoi c'est innovant.
Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'origine de l'instrument MXT? Oui, alors en fait, détecter et localiser les sources gamma, c'est un véritable challenge technique. Donc on a eu besoin d'une solution innovante. Et pour MXT, la solution en l'occurrence, elle nous est venue des fonds marins. Parce qu'en fait, les homards en particulier, ils ont développé une méthode pour voir qui est très particulière. Ils ont plein de petits tubes dans leurs yeux qui leur permet de rediriger la lumière par réflexion et la focaliser sur leur rétine. Et c'est d'ailleurs les seuls êtres vivants qui ont développé une forme carrée dans la nature. Et donc en fait, MXT c'est le Microchannel X-ray Telescope. Exactement pour ça, on a développé nos propres petits tubes qu'on appelait donc des microcanaux pour rediriger les rayons X et donc voir les sources gamma. Voilà, donc c'est ce que Clara explique, hein, il y a ces petits canaux, et ça a l'avantage de... Alors là, on est à plus basse énergie. Là, on aurait pu typiquement faire un télescope de Volter, avec une longue focale de 7 mètres, mais c'est très lourd. Hein. L'allocation qu'on avait le droit sur le satellite, c'était quelques kilogrammes, quelques dizaines de kilogrammes, pas plus, donc pas un télescope avec une focale de 7 mètres. Et donc cette technique, elle a aussi le bon goût de permettre de construire un instrument qui est très léger et très compact. Hein. MXT, la longueur de l'instrument, c'est un peu plus qu'un mètre en gros, quoi, mais c'est pas 7 mètres, et c'est surtout c'est une petite galette de cette taille-là, quoi, en verre, donc c'est vraiment très léger, quoi. Alors là, donc ça, faut pas prendre en photo non plus. C'est mon collègue Diego Gotz au CEA qui est le principal investigateur de l'instrument MXT qui m'a transmis ça cette semaine. C'est les premières observations de l'instrument MXT. Donc là, MXT, eux, ils regardent des sources qui ne sont pas les sources gamma encore. Là, c'est la source X1 du signe qui est une binaire. High Mass X-ray Binary, qu'ils ont observé là, dans différentes positions du champ de vue. Et ils arrivent très bien à reconstruire la source hein, telle qu'ils l'avaient évaluée lors de leur simulation. Dans le télescope MXT, il y a une source de fer radioactive qui émet de la lumière, on peut la cacher et l'ouvrir si on veut, mais elle émet de la lumière de désintégration du fer 55 et on peut s'en servir pour la calibration en énergie. Donc là, ils ont acquis un spectre avec la source qui est dans le télescope dans l'espace. Et ils reconstruisent exactement les 2 raies attendues du fer. Donc là, c'est la preuve que la calibration en énergie de l'instrument est vraiment bonne. Et ils ont observé aussi d'autres sources comme celle-ci, là, qui est le reste de supernova de Cassiopeia, avec un spectre. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est cette planche pour dire que voilà, MXT aussi, ça fonctionne. Moi, je travaille surtout sur Éclair, moins sur MXT. Mais voilà, là, en fait, nous, on est dans une phase qu'on appelle la phase de commissioning, de mise à poste, où peu à peu, on comprend, on règle les instruments. Alors, il me reste plus beaucoup de temps et je vais bientôt conclure, mais je pourrais aussi parler, parce que vous voyez, les sources gamma, c'est multilongueur d'onde, et donc il faut parler du rayon gamma, comment on détecte, mais on pourrait aussi parler de comment ça marche, l'observation visible. Je vous ai juste mis une photo du télescope chinois visible qui est embarqué, hein, qui est un 40 cm avec un rapport FD de 9. Mais voilà les 2 télescopes robotiques. Bruno, tu me parlais, je ne sais plus où tu es, du télescope mexicain qui est au Mexique, le voilà. C'est celui-ci, et il y a son copain qui est en Chine. Là, c'est des télescopes robotiques qui peuvent, dès qu'on reçoit une alerte, se pointer vraiment très très rapidement, sans intervention humaine, sur la zone à laquelle on pense trouver l'émission rémanente du sursaut gamma. Et ici, à l'observatoire de Xinglong en Chine, on a aussi plusieurs télescopes sur le côté, et là des caméras grand champ. Et ces caméras grand champ, l'idée, c'est en fait qu'elles pointent en permanence les mêmes endroits du ciel pointés par éclair, et peut-être voir s'il n'y a pas une émission prompte en lumière visible en même temps que la lumière gamma. Donc, bon, et voilà, et ça peut servir à ça. Derrière, il y a un télescope chinois très, très célèbre ici. Et donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc il y a mon collègue Damien Turpin qui va vous dire quelques mots sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a reçu une alerte. Et d'ailleurs ici, voilà une... Les avocats qu'on appelle aussi Burst Advocate en anglais, c'est des personnages clés dans une mission comme la mission SVOM. Ils ont un rôle opérationnel très important. Ils sont des scientifiques qui sont d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, typiquement sur une durée d'1 semaine. Et ils vont avoir en fait 2 rôles principaux très importants pour la mission. Lorsqu'une alerte se produit à bord du satellite et qu'elle est transférée via le réseau d'antennes VHF, donc ces Burst Advocates, ces avocats sursaut, vont avoir comme première fonction de gérer les datas qui arrivent au sol,
comprendre ce qui a été détecté par le satellite en temps réel et fournir un premier message de validation ou alors de rétractation à la communauté scientifique pour les alerter que l'événement qui est détecté à bord est intéressant ou n'est pas intéressant à suivre. Ensuite, ils ont un deuxième rôle très très important opérationnel aussi, c'est d'organiser la collecte des données, la moisson scientifique. Donc ils vont avoir un rôle de déclencher des télescopes au sol, mais aussi dans l'espace, si besoin, pour d'autres longueurs d'onde qui ne sont pas accessibles depuis le sol. Et ils vont avoir pour aussi rôle de coordonner les différents observateurs dans les différents observatoires pour maximiser le retour scientifique qu'on aura de ces campagnes d'observation au sol et dans l'espace. Il faut savoir aussi que les avocats sursauts, ce sont les points de contact principaux dès qu'il y a une alerte à bord du satellite, donc un sursaut gamma détecté. Pour la communauté scientifique internationale, ce sont les points de contact privilégiés pour obtenir n'importe quelle information à propos de ce sursaut. Donc quand on est avocat sursaut, on défend son sursaut pour maximiser le retour scientifique et on est au cœur des opérations scientifiques comme une mission comme ZVOM. C'est vraiment quelque chose de très gratifiant pour ces scientifiques-là. Voilà, donc ce qu'il a dit, quand on envoie un message à la communauté astrophysique, voici le message qu'on a envoyé dans le cas du premier sursaut qu'on a détecté, du 13 juillet. Donc ça, c'est un genre de mail qu'on envoie et que tous les astrophysiciens qui sont abonnés à ça reçoivent. Donc là, on a dit le premier, alors on a été précautionneux, le premier probable sursaut localisé à bord de ZVOM par éclair. Donc vous voyez, donc on a envoyé le mail à 11h UTC le 13 juillet. Le sursaut gamma s'était produit dans la nuit un petit peu avant, comme c'est le premier, on n'a pas encore été bien rapide, mais l'idée c'est d'envoyer ça à tout le monde le plus vite possible dans mettons la demi-heure ou l'heure qui suit, parce que plus on attend, plus le sursaut va décroître en lumière et moins il sera facile d'observer. Et donc voilà une image là, de la salle de contrôle au CEA dans laquelle on peut surveiller en temps réel le satellite. Voilà, donc la conclusion, j'y viens. Donc les sursauts gamma, c'est un phénomène très énergétique, en fait le plus énergétique qu'on connaît en ondes électromagnétiques, qui est déjà connu depuis les années 70-80 et on sait depuis un peu avant les années 2000 que c'est des phénomènes cosmologiques en fait. Le modèle de la boule de feu, c'est ce qui explique le mieux cette émission prompte avec des chocs suivis de chocs à l'avant dans le milieu interstellaire pour expliquer l'émission rémanente dans la lumière visible, infrarouge et même radio. ZVOM a été lancé le 22 juin 2024 et pour l'instant on est très content, tout fonctionne nominalement, en tout cas on est en phase de démarrage sans gros problème majeur, c'est la vie normale d'un début de mission. J'ai présenté les deux instruments français, Éclair et Amixté. Éclair qui utilise un masque codé en Tantale pour localiser les sursauts gamma, et Amixté qui s'inspire de la vision des crustacés pour améliorer la localisation fournie par Éclair, et les télescopes au sol EVT, le télescope visible chinois, qui observe l'émission rémanente en optique. Voilà, quelques références si vous voulez poursuivre. Alors il y a le livre blanc de ZVOM qui explique qu'est-ce que c'est ZVOM. J'en ai pas parlé, mais on peut aussi beaucoup parler de la relation entre la France et la Chine, comment on travaille ensemble. Et là, je vous conseille le livre de mon collègue Jean-Marc Bonnet-Bidot, 4000 ans d'astronomie chinoise, parce que l'astronomie chinoise, c'est une astronomie du ciel transitoire, alors que l'astronomie occidentale, c'est plutôt une astronomie du ciel immuable. Un livre de Jacques Paul, Explosion cosmique, le site web de la mission ZVOM, sur laquelle vous pouvez d'ailleurs trouver les plans pour faire un masque d'éclair si vous avez une imprimante 3D chez vous. Voilà, on a les fichiers dessus. Et une très bonne conférence de mon collègue Frédéric Daigne, qui est lui vraiment physicien des sursauts gamma et qui peut en parler beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, je crois que c'était le fil rouge d'avant-hier. Hervé Cotin, il a montré que à la fin de la mission Rosetta, ils ont mangé un gros gâteau en forme de Churyumov. Et donc nous, on a aussi mangé après le lancement un gros gâteau. Donc c'est pas en forme de ZVOM, mais bon, très décoré par nos collègues chinois. Ça, c'était en Chine. Et nos PI ici, Bertrand et Jian, qui sont dans la salle de contrôle de la mission ZVOM juste la semaine après le lancement. Voilà, je vous remercie. Je vais juste vous montrer quelque chose en plus, mais on va les laisser pendant les questions. Je vais mettre en place sur l'écran le flux de données temps réel du satellite, et pendant les questions, on aura ça qui s'affiche et on pourra regarder. Voilà, merci.